assistant en chirurgie cardiaque congénitale à Lyon, à l'hôpital Louis Pradel. Et je vais vous parler en quelques mots d'une technique de cannulation hybride pour les ECMO artério-veineuses, c'est-à-dire l'ECMO véno-artério-veineuse. Attends, d'accord. Bon, donc, comme tout le monde le sait, il y a deux configurations habituelles pour l'ECMO, c'est-à-dire une configuration pour le support purement respiratoire, l'ECMO véno-veineuse, avec plusieurs sites de cannulation, largement donc dans deux grandes veines, soit au niveau fémoro-jugulaire, soit au niveau fémoro-fémoral, soit par une canule à double courant dans la veine jugulaire interne droite. Et puis, il y a l'ECMO qui donne un support circulatoire et respiratoire, donc l'ECMO véno-artériel, avec aussi un abord d'une grande veine et d'une grande artère, soit au niveau périphérique, donc artère fémorale, veine fémorale, soit au niveau cervical, soit au niveau central dans le cœur et l'aorte, ou une combination des deux, d'une artère périphérique ou d'une veine périphérique. Donc, ce qu'on va parler sur l'ECMO véno-artériel, elle donne à la fois les deux types de support et le degré de support à la fois circulatoire et ventilatoire de l'ECMO peut être varié au fur et à mesure du temps et de l'évolution du malade, soit sur les paramètres qui agissent sur la machine en elle-même, donc le nombre de tours de vitesse de la pompe, le balayage de gaz, la FiO2, et puis sur les paramètres qui appartiennent juste au patient, comme l'éjection cardiaque stimulée par les inotropiques ou la fonction ventilatoire coordonnée par le ventilateur. Après, il y a plusieurs causes, plusieurs étiologies qui nous amènent à poser une ECMO. Sur le plan de la déférence circulatoire, on a les cardiomyopathies, le trouble du rythme, les arrêts, certains types d'intoxication, ou bien certains types de cardiopathie congénitale opérées ou non opérées. Sur le plan de vue respiratoire, il y a des atteintes primitives du poumon, comme les pneumopathies, donc les infections virales ou bactériennes, l'embolie pulmonaire, le trauma, certaines atteintes parenchymateuses comme la mucoviscidose, ou ce qu'on arrive à avoir souvent dans les cas d'un choc cardiogénique, c'est l'OAP induit par la défaillance cardiaque. Donc, quand on démarre l'ECMO, le patient normalement est dans un état de choc assez grave. C'est la machine qui assure l'intégralité de sa fonction circulatoire et une grande partie de la fonction respiratoire. Après, à un certain moment de temps, il commence à récupérer. Et sur le plan de la réparation cardiaque, on est témoin à une éjection qui se fait petit à petit, à fur et à mesure que le cœur récupère sa fonction systolique. Donc, le ventricule gauche commence à éjecter le sang qui lui arrive par les veines pulmonaires, qui normalement, s'il n'y a pas une attente pulmonaire importante, c'est du sang qui est bien oxygéné. Mais comme on a déjà dit, il y a parfois des situations où le poumon récupère, est déjà atteint et il récupère plus lentement que le cœur. Donc, le VG va être amené à éjecter du sang qui est moins bien saturé, qui est relativement désaturé. Et ça commence à être un problème quand la différence de saturation entre ce qui éjecte le cœur et ce qui réinjecte la machine est de plus de 15%. Donc, le point où les deux circulations se rencontrent, on appelle ça le mixing point, et ça peut se trouver à plusieurs endroits dans l'aorte, à partir de la racine au niveau des coronaires, et ça peut aller jusqu'au niveau de l'aorte descendante. Normalement, on n'a pas un moyen direct de voir ce mixing point, sauf si on fait des examens qui sont un peu invasifs et un peu inconfortables à faire avec une machine d'ECMO en place, comme un scanner injecté ou une angiographie. Mais ça nous permet d'objectiver d'une manière d'imagerie ce qu'on trouve sur un point de vue clinique. Donc, quand on a cette situation, quand le cœur éjecte du sang désaturé contre le sang bien saturé de l'ECMO, on a ce qu'on appelle le syndrome Harlequin, c'est-à-dire une hypoxie différentielle importante, donc de plus de 15% entre la SAT de membre inférieur droit
de la tête et du cœur, et la SAT qui se trouve en bas du cœur, donc la partie du corps qui est injectée, qui est vascularisée par l'ECMO. Et ce qu'on trouve sur le plan clinique, macroscopique, c'est cette cyanose partielle d'un hémicorps supérieur ou de la tête, ou sinon de deux bras et de la tête. Et le bas du corps qui est bien perfusé, bien coloré. Pourquoi c'est important ça? Parce que si on perfuse le cœur et le cerveau avec du sang qui est mal oxygéné, on aura des séquelles derrière. Donc on aura des séquelles neurologiques qui peuvent être graves, le temps d'AVC ou de mort encéphalique. Et au niveau du myocarde, on a un retard d'une récupération supplémentaire myocardique, voire une dégradation progressive de la fonction systolique cardiaque. Et ce n'est pas une complication qui est si rare que ça, puisque dans les grandes études menées sur les adultes, son incidence est d'environ 8-9%. Donc, si on a cette suspicion clinique, il faut l'objectiver d'une manière ou l'autre, pas forcément avec l'imagerie, mais on a des moyens paracliniques qui sont plus faciles. La première, c'est de mettre 2 capteurs de SAT, un sur le bras droit, l'autre en bas, donc soit sur un pied, soit la plupart du temps, c'est au niveau des pieds. Après, on peut bien prélever des gaz de sang artériel sur l'artère radiale droite et à la sortie de l'oxygénateur pour voir s'il y a une différence de PaO2 et de SpO2. Une autre méthode qui nous utilise souvent chez les adultes à Lyon, c'est de mettre 2 capteurs de NIRS, un en cérébral et le deuxième en viscéral, pour voir si là aussi il y a une différence de saturation. Et on retrouve parfois des différences qui sont très importantes. Dans cette étude-là menée aux États-Unis, ils ont trouvé une différence d'environ 25%, mais il y a des études qui montrent une différence de jusqu'à 40% de saturation, donc une différence très importante. Après, il faut corriger cette situation qui peut s'avérer être grave. Il y a plusieurs solutions qui vont du simple à plus compliqué. La première serait d'optimiser la fonction du poumon du patient, donc soit en réglant d'une manière différente le ventilateur, le respirateur, en essayant d'optimiser les échanges gazeux. Après, peut-être le positionner en décubitus ventral pour essayer de recruter un peu plus et d'optimiser sa fonction pulmonaire comme ça. Ce qu'on peut faire, mais ce qui est un peu plus compliqué, c'est essayer de diminuer l'éjection cardiaque propre du patient, donc soit en remontant le débit de l'ECMO, soit en baissant un peu le support inotrope du patient en attendant que le poumon récupère. Soit il y a des équipes qui introduisent même des bêta-bloquants, mais ça c'est quelque chose que personnellement ça me semble un peu risqué. Ce qu'on peut faire après, c'est d'essayer d'éliminer ce flux antérograde, donc en enlevant la canule de réinjection qui est en fémoral et de la mettre soit en aorte par sténotomie, soit en artère axillaire par une incision chirurgicale, ce qui entraîne quand même des risques plus élevés de saignement ou de médiasténite si on fait une sténotomie, ou bien si on ne rajoute pas une canule de réperfusion, même une ischémie de bras. Ou on peut attendre encore quelques heures, quelques jours pour voir si le cœur récupère vraiment bien, il n'y a plus besoin d'une assistance VA. Et en ce cas-là, on peut switcher en assistance véno-veineuse pure, donc le temps que le poumon récupère. Et la dernière méthode, c'est de switcher en véno-artério-veineuse. C'est-à-dire que on rajoute une canule de réinjection artérielle, donc on réinjecte du sang artériel dans une veine de grand calibre. La plupart du temps, c'est dans la veine jugulaire interne droite. On rajoute une canule d'ECMO, mais de type artériel, donc les canules qui ne sont pas multiperforées au bout, qui ont juste deux orifices au bout, en percutané, par technique de Seldinger. Et donc cette canule, on rabranche sur un Y sur la ligne de réinjection de l'ECMO. Et la configuration, c'est de ce type-là.
Donc il y a une canule de drainage veineuse en fémoral gauche, une canule de réinjection en artère fémorale droite et une deuxième canule de réinjection en veine jugulaire interne droite. Ce qui augmente la saturation du sang veineux qui arrive dans le cœur et qui arrive après dans le poumon, qui arrive dans le VG et qui va être éjecté. Donc il n'y a plus de différence de saturation entre le haut et le bas du corps. Donc une fois qu'on pose des canules, il faut toujours vérifier leur position parce que comme on a deux canules, une qui aspire dans les veines caves, la deuxième qui injecte, il y a toujours un risque de récirculation. Donc il faut toujours vérifier la position soit par l'écho, soit par une radiographie. Pour éviter le risque de récirculation, il faut que la canule d'aspiration soit posée à la jonction de la veine cave inf et l'OD et que la canule de réinjection dans la veine cave sup arrive aussi dans la jonction de la veine cave sup et l'oreillette droite. Donc on a posé les canules, on les a branchées, on a redémarré l'ECMO. Après, on a un problème de distribution de flux sanguin parce que, comme on le sait tous, le sang va se diriger là où il y a la moindre résistance. Et comme il y a moins de résistance dans la circulation veineuse que dans la circulation artérielle, la plupart du flux sanguin va se diriger vers la canule de réinjection veineuse. Dans ces études qui ont été faites en in vivo et in vitro, il y a jusqu'à 70% du sang qui va arriver dans la veine. Ce que nous ne voulons pas, parce que ça entraîne une augmentation importante de la pression veineuse centrale, une augmentation de la précharge du VD, et qui donne aussi une instabilité hémodynamique, parce qu'on se retrouve aussi avec un bas débit relatif sur la réinjection artérielle, qui peut faire un certain nombre de bas débits, avec augmentation de lactate, défaillance rénale, défaillance hépatique, etc. Ce qu'on a trouvé aussi, c'est que pour bien arriver à équilibrer les saturations, il n'y a pas besoin d'avoir un débit de réinjection veineuse de plus de 30%. Donc entre 10 et 30%, on est dans le cible. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à ces chiffres-là? Déjà, il faut voir où est-ce qu'on trouve. Donc il faut bien mesurer les débits sur les deux lignes. Donc il faut mettre deux capteurs de débit, un sur la ligne artérielle déjà en place, le deuxième capteur sur la ligne de réinjection veineuse, et il faut le comparer. Comme elles sont branchées sur la même machine, on ne peut pas vraiment équilibrer d'une manière très précise ce qui se passe d'un l'un en l'autre, mais on peut essayer de diminuer d'une manière un peu plus précise, un peu empirique, donc soit en augmentant les résistances sur la ligne de réinjection veineuse, et on peut faire ça déjà du début en diminuant la taille de la ligne de réinjection. Donc par exemple, si en artère, on a un circuit de 3,8, sur la veine de réinjection, on peut mettre un circuit de 1 quart, donc il va monter la résistance. On peut aussi mettre des canules plus longues, mais c'est peut-être un peu compliqué en jugulaire. Et ce qu'on peut faire aussi, et c'est ce qu'on fait nous à Lyon en adulte, quand on a des situations comme ça, c'est de mettre ce petit clan qui se trouve au milieu, qui s'appelle un clan de Hoffman, et on le met sur la ligne veineuse et on commence à l'insérer. Donc c'est une technique assez simple, je dirais même rudimentaire. En serrant la vis là, ça diminue le diamètre de la ligne veineuse et donc ça augmente la pression. Il y aura moins de sang qui va arriver dans la ligne de réinjection veineuse. Et en même temps, on surveille les deux débits avec les deux capteurs de débit. Donc c'est facile à utiliser. Par contre, il y a des effets indésirables qui sont liés au flux turbulent induit par la pose de ce clan. Donc on a une hémolyse, on a une activation plaquettaire, on peut avoir même des thromboses sur la ligne de l'injection veineuse, et ces petits caillots peuvent emboliser dans la circulation pulmonaire, donc former des embolies pulmonaires secondaires qui vont diminuer encore une fois, qui vont retarder la récupération d'une fonction respiratoire correcte. Ça va entraîner aussi une consommation de facteurs de la coagulation, donc un risque de saignement un peu plus important. Et on risque de rentrer dans un cercle un peu vicieux où on ne veut pas que ça saigne trop au niveau des canules et tout ça. En même temps, on ne veut pas avoir des thrombus dans la ligne veineuse.
parfois, on peut être amené à monter un peu la cible d'anticoagulation. Donc, ce n'est pas une solution à long terme qui est si facile que ça. Après, on a une autre alternative, mais c'est à titre anecdotique. Il y a cette équipe de Rome qui a publié un article en 2020 sur 8 patients, et eux, ils utilisent 2 têtes de pompe séparées, une tête pour la ligne artérielle, une tête pour la ligne veineuse, et ils le règlent d'une manière que les débits soient équilibrés. Bon, normalement, le débit sur la ligne veineuse, sur la pompe secondaire, doit être plus bas que sur la ligne primaire, d'une différence entre 750 et 1 cc ou 1 litre par minute. Mais leurs résultats ont été bons, donc ils ont essayé ça sur 8 patients adultes. Ils n'ont pas eu de soucis de taille de canule différente. Ils ont tous récupéré après un passage en ECMO conventionnel. Donc, soit ils ont eu 7 patients qui ont récupéré bien sur le point de vue cardiaque, ils sont passés en VV, et un qui a récupéré plutôt qui a récupéré aussi sur le plan respiratoire et qui est passé en VA. Donc, je parlais que sur des adultes maintenant, parce qu'en effet, en pédiatrie, il n'y a pas beaucoup d'études publiées sur ça, même pas beaucoup de case reports. Ce que je trouvais, c'est une équipe de Michigan qui a publié ça il y a 6 ans, sur 30 malades qui ont eu une ECMO hybride. Ils ont eu 23 adultes et 7 enfants. C'était bien des patients qui avaient besoin d'une ECMO parce qu'ils étaient tous super vasopresseurs. Il y avait 3 sur 8 avec du NO, 3 qui avaient fait des arrêts. Il y avait en fait 7 patients, mais 8 poses d'ECMO, parce qu'une pose d'ECMO, c'était la deuxième chez un patient qui avait été déjà sevré. Et de ces 5 patients, de ces 8 patients, pardon, il y avait 5 qui ont eu une ECMO VA d'abord et qui ont dû être switchés en VAV, 3 pour un syndrome d'Arlequin, 2 pour une hypoxie généralisée, et 2 qui avaient été initialement posés en VV, qui ont dû être switchés pour une dysfonction systolique importante. Donc, ils ont utilisé 2 stratégies de cannulation. La première, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, donc avec une ECMO fémoro-fémorale d'abord, et puis ils ont rajouté une réinjection jugulaire. Et la deuxième, c'est une ECMO cervicale d'abord et une réinjection par la veine fémorale droite. Ils ont pu sévrer 6 de ces 8 poses d'ECMO. Ce qui est intéressant à noter, c'est que quand même, ils ont eu 46% de leur temps sous ECMO, ça a été en configuration hybride. Donc, ils ont eu besoin d'un temps assez important pour bien récupérer et pour bien pouvoir être sévrés. Donc, les résultats sont plutôt bons. 6 sur 7 patients qui ont pu être sévrés et 5 sur les 7 qui ont pu rentrer à la maison. Ils ont eu donc un décès après le sévrage. Et en termes de complications, ils ont eu dans 2 cas de ECMO fémoral initial, 2 ischémies de jambes. Et ils ont eu seulement 2 complications neurologiques chez ces malades. Mais c'est intéressant que ce n'était pas chez les enfants qui avaient une cannulation carotide. Et les complications, ce n'étaient pas des complications sévères, c'était juste de type AVC ischémique, mais de petite taille, ou des crises d'épilepsie. Après, en ce qui concerne notre expérience à Lyon, nous avons recueilli les ECMO posés depuis le début du programme ECMO en 2005 chez nous. On a eu 274 poses jusqu'au 1er novembre. Et on n'a eu aucun cas, aucune situation où on a dû poser une assistance hybride de ce type-là, VAV. Ni sur les assistances VA, ni sur les assistances VV. On a eu pourtant 2 cas de double cannulation veineuse, mais ça, c'est un sujet un peu séparé. C'était un Feilung-Fontan et un autre patient avec des tout petits vaisseaux fémoraux. Donc,
je pense, je ne connais pas l'expérience française sur ces sujets, mais chez nous, au moins, sur presque 300 patients, on n'a eu aucune indication de switcher en hybride. Donc, en conclusion, la cannulation hybride véno-artério-veineuse est une solution pour le syndrome Harlequin, qui pourtant reste rare en pédiatrie parce qu'on est habitué à cannuler plutôt en cervical ou en centrale pour les syndromes post-cardiotomie. C'est une cannulation qui se fait d'une manière assez facile en percutanée. Par contre, l'équilibre de flux nécessite beaucoup d'attention, plusieurs techniques, plusieurs appareils même, et doit être surveillé d'une manière très rapprochée parce que le poumon peut récupérer rapidement ou lentement, le cœur pareil. On peut se retrouver d'un jour à l'autre ou bien d'une heure à l'autre avec des flux plus élevés ou moins élevés, des SAT plus élevés ou moins élevés en fonction pas seulement de la récupération, mais aussi de la position des canules qui peuvent être bougées un peu quand on met le patient en DV, quand il y a des atelectasies qui se forment sous ventilation mécanique. S'il y a des modifications de la PAP pendant les périodes que l'enfant se réveille, par exemple, et qu'il est plus réactif. Il faut faire attention aussi à une modification du protocole hémostase parce que, comme j'ai déjà montré, il y a un risque plus élevé de former des caillots dans la ligne avec le clan de Hoffman. Et il faut donc surveiller de très près parce qu'il faut trouver le juste moment pour sévrer. Et donc, soit un sévrage complet, soit une désescalade vers une technique conventionnelle, donc soit VA, soit VV. Après, donc, chez nous à Lyon, l'assistance circulatoire, c'est une préoccupation continue de l'équipe. On a eu deux publications sur ce sujet dernièrement. Le premier, c'est un chapitre publié cette année dans l'EMC, une collaboration de professeur NN, Dr Michel, Dr Astrid Monnier, qui est une nouvelle assistante et une interne qui était chez nous. Et aussi, il y a un chapitre sur les assistances circulatoires dans cet ouvrage qui est paru aussi cette année, un ouvrage de cardiologie pédiatrique, aussi sur la coordination de professeur NN et de professeur Tambo de Bordeaux. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Des questions dans la salle? On est un petit peu short on time. Sujet très technique quand même. On sent que l'équipe fait que de la cardio et très investie dans ce genre de truc. Chez nous, ça mériterait quand même beaucoup d'anticipation, je trouve. S'il n'y a pas de questions, j'en ai quelques-unes, enfin au moins deux. Donc chez l'adulte, c'est quoi à peu près l'incidence? Combien vous avez eu de syndrome d'Harlequin sur les 10-15 dernières années, approximativement? Ça, c'est une base de données qui n'est pas gérée par nous-mêmes, mais en discutant avec le référent local, je pense qu'on a 2 par an sur à peu près une cinquantaine d'années d'ECMO par an. D'accord. Donc c'est forcément des patients qui ont une dysfonction, on va dire, au sens large de l'hématose. Oui. Les poumons fonctionnent mal. Donc nous, on n'a pas d'expérience en pédiatrie, comme beaucoup de centres, je pense. Par contre, la question que je me pose de manière intuitive, c'est est-ce que ça ne traduit pas finalement un défaut du drainage veineux? Parce que pour alimenter les poumons en sang désoxygéné, il faut quand même qu'il y ait du sang qui passe du ventricule droit vers les poumons et qui revienne à l'oreillette gauche. Est-ce que ça ne traduit pas finalement un défaut du drainage veineux? Après, je pense qu'il y a des moyens pour voir si le cœur est bien drainé. Sur la pompe, déjà, s'il y a des pressions élevées, à l'échographie, pour voir la position des canules et l'aspect du cœur droit. On peut toujours monter le débit de l'ECMO. Ça peut être une solution, ça peut résoudre ce problème d'hypoxie entre le haut et le bas, donc le syndrome Harlequin. Mais je ne sais pas si ça va tout résoudre en termes de problèmes.
Parfois, on se trouve avec un bon débit, il n'y a pas il n'y a pas une pression d'aspiration trop négative, donc l'ECMO fonctionne dans des bons paramètres, et pourtant, on assiste à une hypoxie assez importante. Nous, normalement, on veut toujours qu'il y ait quand même une éjection. On veut toujours que la valve aortique s'ouvre. Et parce que ça nous montre qu'en amont, il n'y a pas de souffrance au niveau du poumon et que le cœur n'est pas trop distendu. Et on donne une chance à une récupération, surtout dans les situations d'arrêt, post-arrêt. Et si donc on a cette éjection avec du sang qui est mal oxygéné, on se retrouve un peu dans un impasse décisionnelle. Donc soit on augmente le débit, on ferme la valve aortique par le flux rétrograde et donc le cœur n'injecte pas. Mais après, est-ce que le poumon va récupérer? C'est difficile à dire. On a toujours la solution de faire une décharge gauche, donc soit par une septostomie atriale, soit par ajouter une canule de drainage d'horloger. De notre expérience, on n'a pas beaucoup utilisé ça, on a utilisé juste une fois cette année par exemple. Ce n'était pas un tout petit enfant, c'était un enfant de 14 ans qui avait fait un arrêt en salle de rythmologie et il a eu un Rashkind. Après, les adultes non plus n'utilisent pas trop cette solution, on en discute beaucoup mais finalement ils ne la font pas. Il faut qu'on enchaîne un peu, je pense, hein. Mais je profite de cette interruption pour juste dire qu'on peut continuer à poser des questions pendant la pause café à l'orateur, mais il faut qu'on avance.